Je vous propose de commencer la présentation par une, une introduction sur le Carnot. Comme vous avez pu voir, c'est l'Institut Carnot-Mines qui vous propose ce webinaire. Donc, qu'est-ce que un Carnot? En fait, les instituts Carnot sont des structures ou des groupements de structures de recherche publique qui sont labellisés pour 5 ans par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour accompagner les entreprises dans leur démarche d'innovation. Ce label est attribué par un collectif qui regroupe l'Agence nationale de la recherche, des tutelles et des représentants des entreprises. Ce label est donné face à un engagement en termes d'excellence scientifique et de moyens techniques de pointe proposés par les laboratoires, les instituts Carnot et les laboratoires qui le constituent. Ces laboratoires doivent faire preuve de professionnalisme dans la relation partenariale, permettre le transfert de connaissances vers le monde socio-économique, garantissent aussi la confidentialité des échanges et des résultats quand c'est nécessaire, proposent une propriété intellectuelle équilibrée. Évidemment, ils sont à l'écoute et sont réactifs face à leurs partenaires de recherche et proposent à leur écosystème la force et la dynamique d'un réseau pluridisciplinaire. Il existe actuellement 39 Carnot labellisés qui représentent 20% des effectifs de recherche publique en France. Et on constate que 55% de la R&D financée par les entreprises se fait en partenariat avec les laboratoires labellisés Carnot. Alors, pourquoi on parle de Carnot et quel est l'intérêt d'un fonctionnement de Carnot? En fait, un Carnot dispose de moyens qui lui est attribué en fonction du volume de contrats réalisés avec les entreprises euh, partenaires pour professionnaliser la relation partenariale, mais aussi permettre de travailler en réseau pour faire bénéficier des partenaires d'un ensemble de synergie entre les laboratoires, mais aussi accompagner ces laboratoires en termes de ressourcement scientifique, c'est-à-dire de permettre de générer de nouvelles connaissances qui viendront servir ensuite le monde socio-économique, grâce notamment à la diffusion des résultats auprès des entreprises ou d'autres structures du monde socio-économique, et aussi permettre de communiquer sur les compétences qu'apportent les laboratoires de recherche. Plus précisément, l'Institut Carnot-Mines fédère les forces de recherche de 9 écoles d'ingénieurs. Ça représente à peu près 2000 ETP, 43 millions en termes de recherche partenariale et 23 millions en termes de recherche directe avec le monde socio-économique. On a à peu près 500 brevets en portefeuille, alors 510 exactement. Et plus de 1700 publications scientifiques sur les thématiques qui sont mentionnées en bas de la diapositive, donc les sciences de la Terre et de l'environnement, les sciences et génie des matériaux, énergétique et génie des procédés, mathématiques appliquées et informatique automatique, économie et management de la société, ce qui fait que le Carnot Mines est un Carnot assez généraliste en termes de thématiques scientifiques. Il n'y a pas un focus sur une thématique très précises comme par exemple l'énergie. Et on voit que le Carnot Mines couvre un ancrage territorial important, donc beaucoup de proximité. L'Institut Carnot Mines est donc présent dans 8 secteurs socio-économiques, donc les industries de transformation, énergie, ressources, environnement, transport, mobilité durable, industrie du luxe, biens de consommation, santé, télécom numérique, services, bâtiments et travaux publics. Et tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on disposait de moyens pour travailler en réseau. Et là, plus précisément, sur certaines thématiques, on a rajouté des moyens pour dynamiser ces synergies avec d'autres structures Carnot au bénéfice de filières économiques ou de secteurs particuliers, par exemple sur le manufacturing pour l'industrie de transformation. On fait un focus sur les énergies à faible impact carbone dans la thématique, pour le secteur socio-économique, énergie, ressources et environnement.
Tout ce qui concerne industrie de luxe, biens de consommation, on a le fameux programme ou réseau Cara que vous connaissez peut-être avec toutes les animations qu'on a pu faire et qu'on continue à faire. Et pour la santé aussi, quelques réseaux sur les maladies infectieuses plus particulièrement et la santé numérique. Euh, donc voilà pour ce qui est un peu du fonctionnement de l'Institut Carnot, vraiment de manière large. Et en fait, là, quand on a des ressourcements internes, on le met au service de certaines thématiques plus spécifiques. Dans le cadre que l'on va voir aujourd'hui, on a mis des moyens pour aller explorer un peu plus, de manière un peu plus approfondie le recyclage textile parce que le recyclage textile est une thématique majeure en termes d'impact sur l'environnement et sur les pays en voie de développement, et qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de connaissances manquantes. Donc, on a décidé de réaliser un projet en interne qui fédère 4 laboratoires différents pour essayer d'apporter des connaissances nouvelles sur le sujet et des nouvelles solutions. Et on vous propose aujourd'hui, au travers du programme que je vous montre maintenant, d'apporter à votre connaissance les résultats issus de ce projet sur le recyclage ou la recyclabilité textile. Et je vous propose de commencer par la première présentation, celle de Audrey Tanguy et Valérie Laforêt sur l'évaluation environnementale par analyse de cycle de vie d'une filière de recyclage du polyester en accessoires de sport. Donc, je vais laisser le partage à Valérie, ça sera plus simple en fait pour la suite. Merci. Alors, Valérie ou Audrey, je ne sais pas, Audrey, si tu préfères que ce soit toi pour gérer les slides. OK. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Ok, ouais, c'est bon. ça marche. Alors, très bien. Je commence. Alors, bonjour. Donc, on va peut-être commencer par se présenter. Donc, je suis Valérie Laforêt. Donc, je suis directrice de recherche à l'École des mines de Saint-Étienne. Audrey et moi appartenons au département génie de l'environnement pour les organisations de l'Institut Henri Fayol. Et nous sommes membres d'une UMR-CNRS Environnement, Ville, Société. Euh, mes activités de recherche et celles d'Audrey tournent autour de l'évaluation environnementale et de l'économie circulaire. Voilà, je vais laisser Audrey se présenter. Oui, donc je suis enseignante-chercheur dans le département dirigé par Valérie et donc moi, mes thématiques de recherche sont essentiellement évaluation environnementale, analyse de cycle de vie et gestion des déchets. Donc, la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui concerne l'évaluation environnementale par analyse de cycle de vie d'une filière de recyclage du polyester en accessoires de sport. Vous pourrez retrouver les résultats, une partie des résultats de cette étude dans un chapitre d'ouvrage que je vous ai mis en référence sur ce premier slide. Mines Saint-Étienne, alors vous avez entendu parler des écoles. Des écoles des mines. Mines Saint-Étienne fait partie notamment de l'Institut Mines Télécom. On est situé à Saint-Étienne et cette école est composée de 5 centres de recherche et de formation qui inscrivent leurs activités dans les processus industriels, les matériaux, la santé, la microélectronique, puis l'aide à la décision dans un contexte de transition écologique et numérique. Et c'est dans ce dernier centre de recherche, l'Institut Fayol, que se trouve le département génie de l'environnement et des organisations, et puis 3 autres départements en management responsable et innovation, génie mathématique et industriel et informatique, et système intelligent.
Le département génie de l'environnement pour les organisations que j'anime se positionne sur deux grandes thématiques de recherche, les méthodes d'évaluation des pressions et des impacts environnementaux, mais aussi l'intégration de stratégies résilientes d'économie circulaire. On s'intéresse à différents types d'objets que sont aussi bien des produits, des procédés, des entreprises, des collectivités, des organisations et surtout implantées sur un territoire. Donc, l'étude que l'on va vous présenter aujourd'hui est une étude que l'on a réalisée suite à une demande de l'entreprise Nolt, qui est un équipementier sportif dont la structure a été créée au printemps 2020. Ils sont basés à Nice et Nolt souhaitait inscrire ses activités dans une logique de circularité et de réduction de ses impacts sur l'environnement. Euh, donc pour cela, donc ils ont fait appel à notre département de recherche pour réaliser donc une évaluation environnementale d'une des filières de valorisation textile dans un but de produire des coupelles de sport. Donc, pour pouvoir réaliser cette étude, il s'est associé avec l'entreprise Mapea qui se trouve à côté de Saint-Étienne, dans une ville qui s'appelle Fraisse. Et l'entreprise Mapea est une entreprise de formulation et de compoundage de matières plastiques. L'idée globale de la filière est de transformer des maillots en polyester, notamment des maillots sportifs en polyester usagés, qui sont collectés en France et en Belgique en coupelles de sport en PET qui seront vendus en France et en Belgique. Donc, le travail qui nous a été demandé, c'est de répondre à la question de quel est l'impact environnemental de la production des coupelles de Nolt par rapport à la production de coupelles conventionnelles qui sont présentes sur le marché. Donc, je vais laisser Audrey prendre la parole pour vous présenter l'étude et les résultats de cette comparaison via l'analyse de cycle de vie. Voilà, donc comme donc, on l'a dit, la méthode utilisée, donc c'est l'analyse de cycle de vie, qui peut-être vous le savez sûrement, donc est une méthodologie dont les principes directeurs sont normalisés ISO, donc qui a été suivie dans cette étude-là. Et on va dire très rapidement, donc l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation environnementale qui permet d'évaluer donc des impacts potentiels. Donc ça, c'est important de le rappeler. C'est pas une étude d'impact, c'est vraiment des impacts potentiels donc qui sont susceptibles de se produire, mais dont on ne peut pas mesurer, on va dire concrètement les impacts. Donc c'est une analyse, c'est une méthode d'évaluation environnementale multicritère. Donc, typiquement, dans une analyse de cycle de vie, on va retrouver une dizaine de catégories d'impact différentes, dont vous avez certaines qui sont affichées sur le schéma. Donc, ça va être des impacts, ça peut être des impacts globaux, type changement climatique, destruction de la couche d'ozone, ou des impacts plus locaux, comme la toxicité humaine. Et pour réaliser donc des analyses de cycle de vie, on se base généralement sur des bases de données existantes qu'on va chercher à régionaliser le plus possible pour s'adapter au contexte de l'étude. Et également, on s'appuie sur des logiciels, donc qui ici, pour cette étude, a été Cimapro. Donc ici, vous avez la description du premier scénario qu'on a étudié, donc afin de comparer donc, les impacts environnementaux de la filière proposée par Nolt. Donc, on a fait une analyse comparative. Donc, on a évalué deux scénarios. Donc, ici, c'est le premier qui, donc, en sortie, permet donc, d'avoir des coupelles en RPET, qui donc, comprend, qui va de la collecte des maillots usagés. Donc, il y a différents points de collecte jusqu'à la distribution des coupelles en passant par en fait une filière de recyclage assez classique, de transport, de tri,
de recyclage en lui-même, donc avec le cocondage, qui nécessite, en plus des maillots usagés, d'autres intrants. Donc là, qui est propre en fait à la recette développée par l'entreprise Mapea. Et ensuite, donc les granulés RPET générés sont transportés et ensuite sur un site d'injection qui permet la formation des coupelles. En termes de données, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. L'idée, c'était d'avoir des données les plus précises possibles concernant notamment la collecte effectuée par Nolt pour les maillots. Et ensuite, pour le process de recyclage, d'avoir les données de Mapea, notamment en termes d'intrants et de production de déchets. Ensuite, il a fallu compléter ces données-là par des données génériques, notamment pour le tri, l'injection et le transport pour le procédé de transport en lui-même. Pour le deuxième scénario, donc le scénario de référence ou le scénario de production des coupelles conventionnelles, donc on retrouve la même unité fonctionnelle, la même fonction, donc la production des coupelles avec leur barre de support, mais ici évidemment en tenant compte de la filière propre des coupelles conventionnelles. Donc pour que les scénarios soient équivalents, donc, ça prend en compte les filières de gestion des déchets pour les maillots. Si Nolt, en fait, n'intervenait pas dans leur récupération. Donc, on retrouve une filière de déchets classiques, donc où ils sont soit éliminés, soit valorisés énergétiquement ou matière. Et on a la chaîne de production des coupelles et de leur barre de support. Et selon les informations données par Nolt, les principales coupelles mises sur le marché sont produites en Chine. Donc, c'est ce scénario-là qu'on a modélisé. Et ensuite, ils sont distribués par bateau puis par camion jusqu'au même point de distribution que les coupelles de Nolt. Alors, une fois qu'on a identifié ces scénarios-là, on les modélise dans le logiciel. Et on fait une évaluation d'impact. Donc ici, vous avez en fait le diagramme comparatif des impacts de la filière, donc en orange de la filière de recyclage des maillots versus la filière conventionnelle en violet. Donc ce graphique, il représente quoi? Donc par exemple, sur la catégorie, donc vous avez les différentes catégories d'impact qui ont été évaluées. Donc on en a 18. Et sur la catégorie, donc par exemple, changement climatique, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, 30%, en fait, l'impact de la filière AirShape représente 30% de l'impact de la filière conventionnelle. Donc, autrement dit, on a une réduction d'impact d'environ 70% avec les coupelles de Nolt. Alors, plus précisément, donc, si on interprète un peu ce graphique-là, ce qu'on se rend compte, c'est que sur certaines catégories, et notamment des catégories plutôt associées aux émissions atmosphériques, on a une réduction d'impact significative avec les coupelles de Nolt vis-à-vis de la coupelle conventionnelle. Pour d'autres catégories, notamment le changement climatique, on observe également une réduction d'impact un peu moins forte, mais quand même significative de 50%. Donc pour la toxicité humaine, la raréfaction des ressources fossiles et la consommation d'eau. Ensuite, pour d'autres catégories, donc notamment l'eutrophisation aquatique, l'utilisation des terres et la raréfaction des ressources halieutiques qui comprennent notamment les ressources minérales. Donc on a aussi une réduction d'impact d'environ 30%. Et ce qu'on observe, c'est que sur certaines catégories, la filière de recyclage du textile en coupelle proposée par Nolt est plus impactante que la filière conventionnelle pour la catégorie radiation ionisante qui correspond à l'émission de radionucléides liées notamment à l'énergie nucléaire, l'écotoxicité terrestre et l'écotoxicité marine. Et puis pour une de ces catégories-là, la dernière, en fait, il est impossible de conclure du fait de ici, vous avez ici l'écotoxicité des eaux douces.
Ici, vous avez en fait un écart trop faible entre les deux scénarios pour pouvoir conclure avec robustesse. Alors, ce qui est intéressant une fois qu'on a ces résultats-là, donc ça montre, bon, déjà une première conclusion, c'est que la supériorité entre guillemets environnementale de la filière note est assez présente, notamment pour, comme je le disais, les impacts associés aux émissions atmosphériques, à la consommation d'eau, la toxicité humaine. On a certaines catégories d'impact où la filière présente est moins intéressante d'un point de vue environnemental. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de connaître en fait l'origine de ces écarts-là. Donc ici, je vous propose de le voir pour une catégorie, le changement climatique. Alors ici, vous avez en fait la contribution à l'impact des différentes étapes du cycle de vie pour les deux scénarios. Donc là, on est bien en kilogrammes de CO2 équivalent. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour la filière conventionnelle, c'est assez clair. C'est que l'écart observé est majoritairement dû à la production du PVC, enfin des coupelles en PVC, et notamment la production du PVC. Donc ça, c'est dû à deux raisons. La première, c'est que c'est en raison de l'impact du procédé en lui-même. En fait, la production d'éthylène nécessaire pour produire le PVC est un procédé qui émet énormément de gaz à effet de serre, donc, dont on retrouve ici l'impact. Et également, la deuxième raison, c'est la localisation du procédé qui est donc dans notre cas en Chine et donc qui utilise un mix énergétique extrêmement carboné, ce qui se retrouve également ici. Pour la filière Airchef, donc qui est une filière où finalement l'approvisionnement, la ressource est beaucoup plus distribuée. Donc on voit une répartition plus contrastée de l'impact entre différentes étapes. Et notamment, on a 3 étapes qui contribuent le plus à l'impact. Le recyclage du polyéthylène qui est utilisé en entrée dans le processus de confondage, le processus de confondage en lui-même et le processus d'injection du fait notamment de sa consommation énergétique. Donc, on peut aussi faire la même analyse. Donc ici, c'est pour les 3 catégories d'impact sur lesquelles la filière de recyclage du textile est plus impactante. Et là, donc on a 2 tendances. Par exemple, donc pour les radiations ionisantes, l'explication majeure de la moindre performance environnementale de la filière de Noft est due à la consommation, au mix en fait électrique français, qui est essentiellement basé sur le nucléaire. Donc ce résultat était finalement assez attendu. Et puis ensuite, pour les 2 catégories d'impact écotoxicité, donc elles se répartissent entre la fabrication et la distribution. Et en fait, l'impact est dominé par en fait, le transport qui, en fait, et notamment par le phénomène d'abrasion des pneus sur la chaussée, qui en fait libère des particules de métaux lourds et qui a un fort impact sur ces 2 catégories d'impact écotoxicité. Donc ici, le transport routier, en fait, est un facteur influent pour ces 2 impacts. Alors ensuite, on a fait, pour vérifier un peu la robustesse de ces conclusions, on a fait diverses analyses donc, de sensibilité et d'incertitude. La première, c'est une analyse de sensibilité sur la distance de distribution des coupelles. En fait, à l'origine, dans le scénario initial, Nolt distribuait les coupelles sur des distances relativement grandes, donc approximées à peu près 800 km. Et donc, on a modélisé en fait le cas où ils auraient une distribution un peu plus restreinte dans un rayon de 100 km. Et ce qu'on peut voir sur en fait les 2
Donc, ça n'a pas beaucoup d'influence sur la plupart des catégories d'impact. Par contre, sur les deux catégories où le transport avait beaucoup d'influence, on voit que quand on passe de 800 à 100 km, on a une réduction d'impact assez significative, entre 20 et 30% de réduction d'impact. Donc, rien que passer de 800 à 100 km en termes de distribution, on peut dire qu'il y a un impact significatif sur ces deux catégories-là. Et enfin, la dernière analyse qu'on a faite, donc ça, ce sera mon avant-dernier slide. Donc, c'est une analyse d'incertitude où on a, au lieu de considérer une performance environnementale unique, donc on a intégré de l'incertitude dans certaines données, ce qui nous a permis d'avoir en sortie des valeurs d'impact, on va dire une probabilité de valeur d'impact plutôt qu'une valeur d'impact unique. Et ça permet quoi? Ça permet de vraiment identifier ou évaluer la robustesse des conclusions. Donc là, ce que vous avez ici, c'est donc un graphique qui représente donc les résultats de cette analyse d'incertitude pour les différentes catégories d'impact, où en fait, on a lancé la simulation, donc les résultats que je viens de vous présenter 5000 fois pour différentes valeurs de données. Donc, ça nous donne 5000 valeurs d'impact. Et ce qu'on peut voir, donc ce qui est intéressant ici, par exemple, pour le changement climatique, sur les 5000 fois où on a lancé l'évaluation, dans 100% des cas, la filière NOLT était moins contributrice que la filière conventionnelle de production de coupelles. Donc ça permet d'être ça permet de rassurer les catégories où on observait une différence d'impact assez importante en faveur de NOLT. Donc pour 8 catégories au moins, on peut être à peu près certain que effectivement le recyclage des textiles en coupelle est favorable par rapport à un scénario conventionnel. De la même façon, donc on a également confirmé que pour les 3 catégories d'impact où la filière NOLT était plus impactante, également donc dans 100% des cas. Et ça a amené aussi quelques surprises, notamment pour des catégories d'impact où dans l'évaluation déterministe, on avait considéré on avait trouvé que c'était la filière conventionnelle qui était un peu mieux environnementalement que la filière NOLT. En fait, l'analyse d'incertitude vient infirmer ces résultats, notamment pour l'eutrophisation, la toxicité humaine et pour la consommation d'eau, où en fait, c'est un peu 50-50. Donc là, pour l'instant, sur la consommation d'eau, on ne peut pas dire avec confiance, de manière confiante, que la filière de recyclage est meilleure que la filière conventionnelle. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en prenant en compte les résultats de l'analyse d'incertitude, ce qu'on remarque, c'est que le recyclage du polyester en granulé RPET pour un usage donc de coupelle, mais ça aurait pu être un autre produit, on a une réduction significative des impacts pour 11 des 18 catégories qui ont été étudiées. Et une réduction qui peut aller de 30 à 80% en fonction de la catégorie d'impact observée. Alors, la principale raison de cette réduction, c'est en fait le fait d'éviter de produire du plastique, et notamment du PVC. Parce que ce qu'on remarque, c'est que notamment, par exemple, pour le changement climatique, c'est vraiment l'éthylène, le procédé de production d'éthylène qui est le plus influent. Et donc, maintenant, si on avait comparé la coupelle NOLT avec une coupelle peut-être plus éco-conçue à base d'une autre type de matière, peut-être pas pétro-sourcée, les résultats auraient été sûrement différents. Mais en tout cas, sur les coupelles produites en Chine, c'est ce qu'on a pu observer. Et on a quand même des leviers importants de réduction d'impact sur le transport, notamment sur les catégories liées à la pollution dans les milieux naturels, ou un approvisionnement et une distribution plus locaux peuvent avoir un effet significatif.
Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on a déjà une question dans le chat qui sont les microparticules sont-ils inclus dans les rejets de particules fines ou écotoxicité terrestre et marine, même avec l'abrasion des pneus par exemple? Alors, les particules dont je parlais, donc liées à l'écotoxicité, non, ce ne sont pas des particules fines. Il y a en fait une catégorie d'impact, peut-être qu'on peut voir ici, qui sont voilà, formation de particules fines qui est spécifique. Là, c'était vraiment en fait, des particules en fait comment dire, d'usage des pneus. Quand les pneus en fait roulent sur la chaussée, ils se dégradent de manière infime, enfin, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui en fait relâchent plutôt des métaux lourds qu'on va retrouver sur les routes et qui ensuite, avec les précipitations, etc., qu'on va retrouver dans différents milieux. Donc, c'est vraiment cette émission-là que cette catégorie d'impact intègre. Alors, on a une question de la part d'Agnès. Oui, moi j'ai une question. Audrey, vous disiez que ces méthodes étaient normalisées. Oui. Moi, je m'interroge sur le manque de connaissances ou de données, enfin, qui justifie de faire de la recherche. Est-ce que, enfin, quels sont ces manques ces besoins de nouvelles connaissances ou manque de données qui permettraient d'appliquer ces méthodes de façon régulière ou facile? Ouais. Alors, c'est sûr que donc, si on se base seulement sur les normes ISO, en fait, les normes ISO vont donner aucune information sur des bases de données à consulter, sur des règles de modélisation qui peuvent des fois peuvent être compliquées à comprendre pour des non-praticiens ACV. Maintenant, il y a des efforts qui sont faits, beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment au niveau de l'Union européenne, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Environmental Footprint Method, qui en fait c'est une méthode donc, qui a été développée par le labo de recherche de l'Union européenne, donc le Joint Research Center, qui en fait publie des guidelines à destination des industriels et des praticiens pour pratiquer donc l'ACV et qui donne ces informations enfin qui publie des guidelines qui mettent à disposition une base de données alors qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire que pour l'instant elle n'est pas encore suffisamment riche par rapport à des bases de données privées. Mais en fait, il y a des efforts pour essayer d'harmoniser un peu la pratique et d'aider en fait les non-experts ACV à s'approprier ces outils-là. Donc la méthode PEF, elle est déjà présente dans certains logiciels ACV. Il y a des guides pratiques qui existent qui guident pas mal la pratique de l'ACV. D'accord, merci. Oui, si je peux ajouter quelque chose, les outils, les bases de données qui sont aujourd'hui présentes sont en général basées sur des données moyennes hein, par processus, etc., qui permettent de faire des modélisations et d'avoir des données pour pouvoir évaluer les impacts environnementaux. Ce qui est aujourd'hui je veux dire un des freins mais qui est un des freins aujourd'hui à l'évaluation environnementale plus précise, c'est la donnée, la typologie de données et le fait d'avoir des données plus précises et de terrain pour avoir des résultats qui soient au plus proche de la réalité. Voilà, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant et important dans le cadre d'études et de développement de ces méthodes, d'avoir des entreprises qui permettent d'obtenir des données réelles pour pouvoir rendre de plus en plus robustes tous ces modèles et toutes ces évaluations.
Voilà, et de faire le moins d'hypothèses en fait possible, puisque Audrey ne l'a pas dit, mais sur la partie collecte de données, il y a une partie de données réelles et il y a une partie de données données réelles d'entreprises qui ont été collectées au sein de Nolt et de Mapea, mais il y a une partie de données qui viennent de la littérature ou des bases de données. Voilà, donc, et le moins on a recours à cette littérature et à des bases de données, plus on est plus proche de la réalité et il y a le moins d'incertitudes et de différences avec la réalité en termes d'impact. Sachant qu'on reste sur des impacts potentiels, hein, bien sûr. Anne, tu voulais poser une question, je t'en prie. Oui, s'il y a encore le temps. J'avais une question sur la démarche et l'intégration en fait du tri dans les données donc qui ont été implémentées. Alors je ne sais pas si c'est un effet de l'image qui a été présentée, mais on voit quand même clairement qu'il y a un tri couleur qui a été fait en tout cas pour produire ces coupelles. Donc voilà, c'était plus sur la démarche ACV. Comment est-ce que ces éléments-là sont rentrés? Donc il y a les tris manuels, mais il y a aussi les tris qui font valoir des équipements relativement sophistiqués, pas forcément Ouais. très safe sur le plan environnemental. Ouais, et ben oui, alors ça a été une de nos problématiques dans ce projet parce qu'effectivement, on n'avait pas de données, comme disait Valérie, on va dire primaires, on va dire de données terrain sur cette étape-là du cycle de vie. Donc, on s'est basé sur des données génériques présentes dans la base de données donc EcoInvent que nous avons utilisée. Et en fait, le tri, enfin, les processus de tri qui sont pris en compte dans cette base de données sont en fait des tris mécanisés, même des tris aimantés. Enfin, il y avait des technologies de tri assez sophistiquées qui, en fait, faisaient que pour certaines catégories d'impact, notamment la consommation des métaux, donc des ressources abiotiques, en fait, le tri apparaissait comme l'un des principaux contributeurs dans la filière AirShape. Mm. Et voilà, donc ça, en fait, bon, là, pour cette étude-là, on a été tributaire un peu de ce qui était présent dans la base de données. Mais il y a quand même des techniques de tri assez sophistiquées qui sont présentes et disponibles. D'accord. Ok. Je me permettais une deuxième question si c'est possible. Je pense que quelque part je veux dire, ajouter peut-être la robustesse, il y a un point qui me semble intéressant à traiter, c'est en fait la durée de vie du matériau entrant, donc qui est le maillot qui a une durée de vie relativement courte quand même par rapport peut-être à la coupelle. Et en fait, c'est là aussi, on produit deux matériaux qui n'ont pas la même durée de vie. Comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte dans une analyse de cycle de vie? Alors, quand vous dites là, en fait, deux matériaux différents, c'est le PET, enfin le PVC et le PET obtenu à partir des maillots, c'est Oui, ça? c'est ça, oui. Alors, c'est aussi une bonne question. En fait, donc ça, c'était une de nos interrogations auprès de Mapea, justement, sur la durabilité, en fait, de la coupelle Nolte vis-à-vis d'une coupelle classique. Bon, malheureusement, ils n'avaient pas de retour d'expérience sur l'usage de leur coupelle pour prendre en compte voilà, cette différence éventuelle. Par contre, s'ils l'avaient eu, on aurait été capable de l'intégrer dans le cycle de vie, en fait, de manière très simple, c'est-à-dire que si par exemple, je vais dire n'importe quoi, hein, je vais dire si la durée de vie de la coupelle Nolte est 2 fois moins longue que celle de la coupelle traditionnelle, en fait, on aurait dit que pour une unité fonctionnelle, on aurait utilisé une coupelle conventionnelle et on aurait utilisé 2 coupelles Nolte. Et D'accord. donc, du coup, parce qu'on aurait été obligé sur la durée d'utilisation d'utiliser une nouvelle coupelle pour garantir le service. Donc, voilà comment on l'aurait fait. Ok, merci. Moi, j'ai une petite question sur le poids de chaque
éléments évalués, par exemple l'éco-toxicité, l'eutrophisation, le changement climatique, est-ce qu'on peut déjà définir des poids ou des pondérations qui vont dire que peut-être que si je suis supérieure dans ce domaine-là, bah, c'est pas très grave parce que ça reste un poids vraiment minime par rapport à la contribution de la pollution, ou est-ce qu'on met tous ces éléments sur le Mm. socle? Ouais, bah en fait, dans l'ACV, il y a une étape facultative qui n'est pas obligatoire dans la norme, qui est donc la pondération, où là, c'est en fait le mandataire de l'étude qui en fait juge quelle catégorie d'impact est prioritaire pour lui. Et donc, du coup, en fait, donc c'est un élément très subjectif, donc c'est pour ça que c'est pas obligatoire. Donc là, c'est une manière aussi de, si on veut avoir un score unique, par exemple, donc on est obligé de passer par cette pondération. Maintenant, ce que vous faites, ce que vous dites, ça fait référence en fait à ce qu'on appelle les limites planétaires. Ou en fait, parce que là, si vous voulez, on donne les résultats d'impact, mais on n'a aucun moyen de savoir si effectivement, pour notre territoire, c'est le changement climatique qui va être prioritaire, enfin qui va être vraiment problématique, ou ça va être l'acidification ou l'écotoxicité, parce que le milieu, il est déjà très pollué, et donc c'est une problématique territoriale importante. Et en fait, ce qui permettrait de définir ça, ce serait d'avoir en fait des budgets écologiques par catégorie d'impact pour un territoire donné. Et si ces budgets écologiques étaient disponibles, ben, on pourrait comparer les impacts de notre produit avec ces budgets-là. Et on pourrait du coup mettre finalement les catégories d'impact sur un même graphique où il nous dirait, ben non, en fait, le changement climatique par rapport à d'autres processus qui sont en place sur le territoire, en fait, la contribution de notre produit va être minime. Mais par contre, par rapport à l'acidification, ça va être important. Et donc ça, ben, pour faire ça, on a besoin de données supplémentaires qui sont aujourd'hui au stade de recherche. Et d'ailleurs, il y a une collègue, peut-être Valérie t'en parlera, donc Natacha Gondran, qui travaille à cet objectif de régionalisation des limites planétaires pour pouvoir intégrer ces limites écologiques en fait dans la pratique de la CV. Mais c'est encore au stade de recherche, hein. C'est pas encore disponible. On a encore une question de Monsieur Allard. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le dire sur le chat parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris la question ou si Monsieur Allard ou Madame Allard peut la poser directement. La différence sur le coût, sur le produit final, ainsi que l'impact social, emploi et développement local, le LCA, le SOLA. Ah, social LCA, je pense, c'est peut-être ça que monsieur voulait dire. Alors la question, c'est vrai, peut-être je ne vais pas répondre. Est-ce qu'on a considéré ça? Non. Euh, euh, oui, Disons que le périmètre de l'étude était Ouais. essentiellement sur la partie impact environnemental de cette filière de valorisation du polyester. Et donc, on n'a pas travaillé sur la partie impact Non. social, emploi, développement local et sociolesier, qui aujourd'hui est encore une méthode à l'état, on va dire, d'études et de développement. Hmm. Voilà, qui est moins avancée que la CV environnementale. Et qui est Et moins sur la partie coût, optimal. je ne sais pas quelle est la question parce que je ne comprends pas exactement la teneur, mais en tout cas, on n'avait absolument pas non plus de notion économique dans l'étude. Ça n'a pas fait l'objet voilà, d'un travail de notre part. Alors, et lorsque Oui. l'on a fait l'étude Hmm. l'année dernière, hein, le procédé était en cours de finalisation en termes de production de coupelles. Donc là, a été précisé, c'est le coût entre coupelle PET et PET. Ouais, non. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, non, on ne Là, peut pas c'était vous pas dans répondre. notre champ Voilà, non. d'études. Dans le champ Ok. d'études, on n'a pas eu du tout d'informations économiques Hmm. de toute façon euh, de leur part. Hmm. Je ne vois pas d'autres questions.
Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Merci. Puis Bah, n'hésitez pas, voilà, même après, hein, si des auditeurs ont d'autres types de questions, ils peuvent nous envoyer leurs questions sans problème. Du coup, je propose de passer à la présentation suivante sur le recyclage. De textile à base de cellulose. Est-ce que... je vais essayer de... comment... Tac, tac. Ah, oui. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. C'est parfait. OK. Donc, bonjour. Je m'appelle Tatiana Butova. Je suis directrice de recherche au Centre de mise en forme de matériaux de l'École des mines de Paris. Mais notre centre de recherche est à Sophia Antipolis. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un projet un peu futuriste, mais futuriste réel, sur le sujet comment recycler les textiles à base de cellulose, un produit à haute valeur ajoutée. Ça, c'était un projet qui était financé par l'Institut Carnot Mines avec les partenaires comme Centre thermodynamique des procédés de l'École des mines de Paris et deux centres, donc un centre de IMT Albi, centre Rhapsody, et IMT Alès, l'École des mines d'Alès, centre de C2MA. Donc, pas besoin de vous raconter qu'il y a énorme quantité. Pourquoi il y a ce truc-là? Bon, énorme quantité de textiles qui est produit par an. 50% de textiles, c'est à base de polymères synthétiques, plutôt polyester, et un quart de textile est à base de cellulose. Qu'est-ce que c'est la cellulose? C'est coton, donc ça c'est des fibres naturelles, ou viscose, tencel, ce sont les fibres qui sont filées à base de solutions de cellulose. Donc ils sont appelés man-made, cellulose faite artificielle en quelque sorte. Donc le textile est peu recyclé. Il y a un grand intérêt de faire upcycling, pas que downcycling. Mais il y a le problème que, surtout, si c'est un textile à base de mélange, ce qui est très courant dans un textile moderne, les polymères comme polyester, c'est un polymère thermoplastique, et cellulose, ce n'est pas un thermoplastique, cellulose ne se fond pas. Et donc, il faut développer des approches spécifiques pour traiter le textile à base de cellulose ou textile à base de cellulose pure ou textile multicomponent qui est mélange par exemple, de cellulose et de polyester. Je ne touche pas ici des autres types de fibres hein, qui sont encore plus complexes. Donc, la cellulose ne fond pas. Ça veut dire qu'une seule façon de la mettre en forme est par la dissolution. Comment ça se passe? Donc, on a la cellulose n'importe ou cellulose comme type pâte à papier ou textile ou les fibres ou le coton. Donc, on ajoute un solvant, on fait une solution et après, pour la mise en forme de cellulose, il y a 3 procédés principaux. C'est le filage de fibres pour obtenir les fibres de textile. C'est la formation de films pour obtenir les films de cellophane. Le cellophane, c'est cellulose pure. Ou on peut faire les éponges. Donc, par exemple, les éponges de Spontex, sans la partie qui gratte, c'est la cellulose pure, mais obtenue par la dissolution. Et pour obtenir un objet sec, il faut enlever le solvant. Donc, il y a le lavage, sorte de lavage, ça s'appelle la régénération de cellulose, et l'étape de séchage. Dans la partie de dissolution de cellulose, il y a deux façons différentes
pour dissoudre la cellulose. Un procédé qui est très vieux, qui s'appelle le procédé de viscose, ça passe par la modification chimique de cellulose. Donc, on modifie chimiquement la cellulose et après, on régénère. Donc, c'est le procédé pour obtenir tout ça, hein, les fibres de textile, les films de cellophane et les éponges, en sachant que ce procédé viscose, c'est un peu beaucoup polluant. Les entreprises modernes, ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger, pour éviter l'éjection de gaz qui contient le soufre, mais quand même, ça reste polluant. Ou on peut dissoudre directement. Il y a les solvants qui s'appellent les solvants directs de cellulose. Donc là, il y a quelques procédés qui utilisent différents types de solvants. Il y a un procédé, c'est le procédé Lyocell, qui est maintenant bien connu pour obtenir les fibres de tencel. On a le textile à base de fibres de tencel. Et il y a maintenant, en ce moment, une grande tendance de développement de nouveaux solvants pour la cellulose. Un type c'est des liquides ioniques. Ça existe au niveau de laboratoire. Il y a des labos qui commencent à développer les pilotes pour faire les fibres, pour faire les textiles. Et il y avait eu plusieurs projets européens sur upcycling de textiles. Donc, un projet était pour dissoudre le textile usé et obtenir les fibres de cellulose, donc de fibre à fibre. On dissolve et on fait le filage de fibres. On peut utiliser le procédé de viscose ou on peut utiliser des autres solvants. Ça marche assez bien, sauf qu'il y a ce qui est appelé processing window. Il faut avoir les propriétés viscoélastiques de solution de cellulose très spécifiques pour faire les fibres qui peuvent faire la compétition avec les fibres existantes. Faire les mauvaises fibres, il n'y a pas de raison. Donc, l'objectif est de faire les fibres qui peuvent être comparées, les propriétés comparables avec les textiles existants. Donc, il y a pas mal de problèmes ici et des contraintes à résoudre. Et évidemment, il faut récupérer le solvant et réutiliser le solvant. Et il y a une autre approche, il y avait un autre projet européen, Resintex, qui propose de décomposer tous les substances, tous les composants de textile, la cellulose, le PET, autres fibres, en petites molécules. Donc, cellulose peut être décomposée en glucose, qui peut être après utilisée, mais on perd l'intérêt quand même d'un beau polymère de cellulose qui a des propriétés mécaniques très intéressantes. Et ça, c'est une approche qui marche. Ça, c'est par approche enzymatique pour couper tous les polymères, toutes les chaînes dans le textile. Qu'est-ce nous on propose? Je suis désolée, je n'arrive pas à enlever le bandeau noir. Qu'est-ce qu'on propose? On propose faire des billes, des particules à base de textile de cellulose qu'on dissout. En fait, on a travaillé avec une petite entreprise, Commitment Fashion, qui nous a donné des vêtements qui étaient jetés, utilisés. Donc, les vêtements à base de viscose, de rayons, par exemple, et on a dissolvé pour commencer dans un solvant un peu spécifique qui s'appelle des liquides ioniques. On peut dissoudre le coton. Comment ça marche? Donc, on utilise le principe de formation de gouttes à partir de solutions de cellulose. Donc, on a travaillé avec Centre Rhapsody de IMT Mines d'Albi. Ce procédé s'appelle Preling, mais on peut faire les gouttes par différents types de procédés. Donc, on a dissolvé le textile,
on a fait la solution. La solution est bleue parce qu'il y avait un veste qui était bleu. Et on a fait, ça marche comme ça. Donc, il y a les petites gouttes qui tombent dans le bain de coagulation. Il y a les petits gels qui sont formés, les gels de cellulose. Après, ces gels-là, on peut sécher ou pas. On peut utiliser, là, après, on peut discuter comment on peut les utiliser. On peut utiliser tels quels ou on peut sécher, on peut sécher par évaporation, on peut sécher avec les procédés qui s'appellent séchage sous conditions supercritiques et on peut obtenir les billes qui sont sèches. Voilà, ces différentes couleurs viennent de différents types de textiles. Et ces billes qui sont poreuses, qui s'appellent les aérogels, ils sont vraiment, vraiment très, très poreuses, avec très faible densité, qui est 10 fois moins que l'eau, et avec très haute surface spécifique. Les surfaces spécifiques de pore, ça veut dire que la somme de toutes les surfaces à l'intérieur des matériaux. Donc là, c'est l'image de microscopie électronique à balayage de 2 microns. Donc, vous voyez, la taille de pore est très, très petite et il y a des très fibrilles très, très fines. C'est ça qui donne cette porosité très développée de notre matériau. Et cette porosité, c'est dans cette bille de taille de quelques centaines de microns. Mais là, la taille de bille peut être variée par la variation de conditions de mise en forme. Donc, on peut faire les billes ou on peut faire les monolithes aussi, des aérogels de cellulose à base de textiles qui étaient jetés, usés, pour différents types d'applications. Par exemple, ils ont très faible conductivité thermique. On aimerait bien étudier les propriétés acoustiques parce que ça commence la littérature à dire que ces matériaux poreux sont très intéressants pour l'isolation acoustique aussi, pour absorption ou adsorption de différentes substances, comme catalyseur ou support de catalyse pour application électrochimique, par exemple, ou on peut faire les carbones aussi pour application électrochimique, ou on peut utiliser ces petits billes comme porteuses de principes actifs pour la libération. Et les billes, et ça c'est une photo de billes qui étaient séchées par évaporation, donc avec la densité plus élevée, mais ils sont très jolies couleurs, c'est comme des petits bijoux. Hein. Donc ma doctorante elle pensait, peut-être on peut faire la décoration des bijoux ou aussi des matrices porteuses de principes actifs. Et évidemment, pour toutes ces plusieurs applications, comme on peut avoir quelques traces de solvant dans notre matériau, un tout petit peu. Donc, on a fait des tests de cytotoxicité. On a travaillé avec le labo de l'École des mines de Saint-Étienne. Et on a fait les tests, donc la croissance de cellules en présence de standards et de nos matériaux. Et en fait, après 10 jours de contact de cellules avec nos matériaux, donc là, ça, c'est le contrôle, le méthanol, toutes les cellules, ils sont morts. Ça, c'est le contrôle qui est bon, donc c'est entre 90 et 10% de survie de cellules. Et c'est les cellules qui étaient en contact avec nos différents types d'aérogels. Et là, c'est plutôt bien. Hein. Donc, je ne veux pas dire qu'on peut manger ces matériaux-là, mais ils ne sont pas dangereux. Voilà. Hein. Donc, pour conclure, donc on propose de faire les particules à base de textiles de cellulose pour recycler les textiles à base de cellulose. On a commencé à faire la dissolution sélective de textiles qui contient la cellulose. C'est comme polycoton où il y a 50% de cellulose, 50% de polyester.
Ça, c'est pas évident, donc il faut améliorer ce procédé-là. Ça marche, mais c'est un peu compliqué. Les particules sont faciles à faire, hein. Il y a les procédés industriels qui ne sont pas adaptés pour les solutions de cellulose, mais qui sont adaptés pour des autres solutions de polysaccharides comme alginate ou carragénane, par exemple. On peut garder les particules dans l'eau, par exemple, ou on peut sécher. On peut sécher de différentes façons. On peut faire des matériaux qui sont poreux ou pas pour différents types d'applications. Et j'aimerais faire la pub pour ma doctorante Marion Négrier, donc, qui termine sa thèse. C'est tout ça, c'est ses résultats. Elle a obtenu le financement de son projet dans le cadre de programme de prématuration de PSL. Donc, elle espère créer un start-up. Et voilà, ce sont nos coordonnées, les miens et de Marion, avec QR code sur sa présentation, quand elle raconte plus en détail son projet de thèse et quelques citations de nos publications. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Pour commencer, est-ce qu'il y a des idées de solvants équivalents qui permettraient de passer à une phase industrielle? Parce qu'on sait que le solvant utilisé pour l'instant est quand même assez cher. Et donc, en termes d'industrialisation, peut-être que c'est Oui, compliqué. Est-ce qu'on a des pistes pour pallier ce problème? oui, oui, oui. Donc, une partie de thèse de Marion qui est confidentielle contient cette partie-là de solvant qui est beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus facile à recycler. Voilà, donc il y a des perspectives. Après, en théorie, on peut utiliser le solvant qui est utilisé pour le procédé lyocell pour faire les fibres tencel. Mais le procédé de dissolution de cellulose est compliqué dans ce solvant-là. Donc, il y a une entreprise en Autriche, Lenzing, qui maîtrise, mais c'est pas, comment dire, c'est pas super facile, hein. En plus, si vous maîtrisez pas bien, c'est un peu explosif. Voilà. Et donc, mais liquide ionique pour parler de ces solvants-là, en fait, il y a l'université en Finlande qui est en train de construire un pilote pour filer les fibres en utilisant ce solvant. Et eux, ils travaillent sur le recyclage de solvants, donc parce qu'on ne peut pas imaginer n'importe quel procédé sans récupération de solvant. Donc, ils sont en train de construire un grand pilote. Donc, quand on récupère le solvant, et là aussi, je ne suis pas très, très pessimiste, hein, parce que quand ça marche au niveau de labo, c'est cher, mais quand on augmente l'échelle et on arrive à récupérer tout, ça peut aller. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Non, je vois pas. Bon, du coup, de toute façon, vous aurez accès aux adresses de contact de tous les... Anne, il y a une Oui. question. Ah, Et puisqu'il n'y en avait pas, j'ai pris la main. Ah. J'avais une petite question en fait. Bon, c'est vrai qu'on est sur une démarche de récupération de la cellulose pour des applications, comme on disait avec le terme upcycling, donc à très haute valeur ajoutée. En somme, on a aussi des propriétés en termes de densité, de conductivité thermique, semble-t-il, ou d'isolation qui sont très intéressantes pour quelque part
peut-être se substituer à des applications un petit peu moins nobles. Je vois par là, par exemple, tout ce qui est polystyrène expansé, etc. Est-ce que parce que ces billes-là ressemblent aux billes de polystyrène expansé, en fin de compte. Donc, on aurait quelque part un polystyrène végétal, quoi, Oui, oui, à oui, partir de oui, oui, cellules. oui, absolument. Oui, 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 c'est ça, c'est un des objectifs. Donc, il faut utiliser le procédé, il faut diminuer le coût de procédé, le coût de solvant. Et on a breveté il y a quelques années le procédé de préparation de cellulose poreuse en évitant l'étape de séchage chair, donc le séchage juste par évaporation. Et ça a l'air que ça marche pour le textile. Et donc, oui, comme c'est la cellulose pure, après, on peut, entre guillemets, on peut jeter dans la nature. C'est ça. Ouais. Ok, merci. Anne, je propose d'enchaîner du coup avec la présentation. Tu as coupé ton micro, donc on ne t'entend plus. Oui, heureusement que j'ai coupé, le téléphone a sonné. Alors, là, est-ce que c'est bon? C'est tout. Bon. Ok. Bah, merci à tout le monde de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir. Donc, j'ai pas fait de slide de présentation de notre d'école et ni du centre. Donc, je suis Anne Bergeret, je suis professeure au sein du Centre des matériaux des mines d'Alès, qui est C2MA, qui est l'un des 3 centres de recherche de l'école. Donc, Alès étant situé dans le Gard, hein, c'est une petite ville, donc pas forcément très connue sur le plan géographique. Et je fais partie d'une UPR, l'unité propre de recherche qui se nomme Polymères composites et hybrides. J'ai également la direction du centre à l'heure actuelle. Donc là, je vais en fait intervenir cet après-midi et ça tombe très bien de le faire dans la continuité de Tatiana, hein, puisque en fait, on a vu, hein, Tatiana s'est intéressée à la partie cellulose et là, je vais regarder plus du coup la partie polyester, mais je vais remonter un petit peu en amont sur une présentation plus générale en m'intéressant en fait à la valorisation des textiles multimatières. Attendez. Hop. Donc, une petite mise en contexte. Donc, des données n'ont pas forcément été présentées cet après-midi. Cela dit, ce sont des données qu'on peut trouver dans différents documents, en particulier des rapports du Refashion hein, qui doit être présent aujourd'hui, qui ont été récemment présentés donc aux assises textiles. Donc, à l'heure actuelle, les textiles mis sur le marché représentent à peu près un volume de 827 kilotonnes, dont 67%, 65% sont en fait des vêtements. Sur ce volume-là, 31% de ces textiles sont collectés à travers soit essentiellement des containers, hein, donc des containers qu'on peut retrouver dans les agglomérations. Et une plus faible quantité sont triés, donc 188 000 kilotonnes, donc soit 23% en fait des textiles mis sur le marché. Donc sur cette portion-là, il y a une partie qui nous intéresse tout particulièrement, qui sont justement les textiles non réutilisables. Là, j'ai regardé un petit peu avec une source peut-être un peu ancienne qui date de 2019, mais donc qui avait été diffusée dans une revue, Les Chemins de l'innovation, où on regardait un petit peu quel était le devenir en fait de ces textiles non réutilisés. Alors pour ce qui est des textiles synthétiques, donc polyester, polyamide, etc., généralement, ils sont refondus, ce sont des thermoplastiques. Donc on va les revoir dans la filière de plasturgie.
Si on a des choses qui sont relativement propres, hein, donc on peut les passer en filage, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on peut avoir aussi une notion de dégradation, de coupure des chaînes macromoléculaires des polymères qui rendent difficile le filage. Donc, bon, quand tout va bien, on va obtenir des tissus ou des tricots. Mais la plus grosse majorité est plutôt refondue pour reformer du granulé, hein, du compound, pour d'autres applications composites, entre autres. Pour donc l'ensemble des textiles non réutilisables, à l'exception de ceux qui contiennent de la laine, il y a également les voies de dissolution, de dépolymérisation. Donc, pour ceux qui contiennent de la cellulose, donc le coton ou de la viscose, donc on a une régénération, on en parlait à l'instant, possible, entre autres, pour faire des fils. Également la dépolymérisation des chaînes de polymères. Donc, ça a été un peu évoqué, par exemple, dans le projet européen Resinex, donc avec la dépolymérisation enzymatique, on peut refaire des monomères et refaire des polymères. Pour quasiment l'ensemble de ces textiles, à l'exception peut-être de ceux à base de viscose, puisque c'est un peu plus compliqué, des techniques d'effilochage, d'aiguillotage, de thermohydroliage. Donc, il y a tout un tas de procédés qui tournent autour de ça, donc on dirait de manière plus générique, de défibrage. Donc, une grande filière de fabrication non tissée, en l'occurrence pour l'automobile, pour l'isolation et géotextile. Et enfin, dans tous les cas, donc, que ce soit une coupe manuelle ou une coupe mécanique, possibilité de les réutiliser sous forme de chiquettes, d'assemblage de coton. Donc, on a des produits intéressants qui ont une seconde vie. Également par déchiquetage, refaire du granulé. Cette fois-ci, on va aller dans les valorisations énergétiques, hein, sous forme de combustible secondaire de récupération, ou alors des compounds dont je parlais tout à l'heure dans le secteur de la plasturgie, ou alors des déchiquetats qui peuvent intervenir dans la formulation avec les matrices cimentaires. Donc tout cela pour dire que d'une manière générale, il y a plusieurs approches. Alors il y a des débats bien sûr sur les terminologies, sur la sémantique, et on peut éventuellement discuter après. Donc, la démarche du pur recyclage, je dirais, c'est on a en fait des tissus, des vêtements, on refait du fil textile avec ça. J'en profite là pour parler un tout petit peu de recycloque textile, hein. Donc, c'était une intervention qui devait venir après la mienne, mais malheureusement, ça n'a pas été possible de la mettre en place. Donc, je vous laisse le lien Recycloque Textile. Donc, c'est un cluster qui a été constitué au niveau de la région Occitanie, donc région Occitanie qui va, on va dire, de Montpellier, qui inclut Montpellier et Toulouse, et qui, en fait, a fédéré un ensemble d'acteurs dans le secteur du textile, que ce soit la filature, du tissage, des gens qui interviennent au niveau du tri, etc. Et parmi ces acteurs-là, il y a entre autres la filature du parc, hein, qui en fait partie, et d'ailleurs le président et le directeur de la filature du parc, qui a mis en place donc une filière de recyclage des fils textiles. Et puis, deux autres approches dont on a entendu parler là à l'instant, donc le downcycling ou l'upcycling, qui est à générer des nouveaux matériaux avec une gradation en termes de la valeur ajoutée. Donc, sur cette base-là, je vais présenter en fait deux travaux qui ont été menés à IMT Minales. Donc, le premier, plus dans une démarche de downcycling, où en fait, on a essayé d'intégrer une fraction de fibres textiles moyenne qui était issue du processus d'effilochage. Donc, fibres textiles qui, là, provenaient en fait de la collecte de le relais, hein, donc dans la France. On les a associés avec des fibres de bois, mais également d'autres fibres de végétales, entre autres des fibres de miscanthus, ou avec des balles céréalières. Des balles céréalières en région, donc Occitanie, PACA, il y en a beaucoup parce qu'il y a une production de riz, par exemple. Et donc, il y a des gros volumes de balles de riz à valoriser, qui sont quasiment pas valorisés en dehors de la valorisation énergétique pour étuver le riz. Donc, cette association-là
avec en fait un liant, alors qu'on a voulu également dans l'étude qu'il soit biosourcé, en tout cas en substitution des liants traditionnels pour fabriquer des panneaux de fibres. Les liants traditionnels sont des liants uréformaldéhydes qui sont, on le sait, hein, cancérigènes et mutagènes. Donc, on a utilisé des liants soit issus de ressources végétales, comme du gluten de blé, ou des alginates issus de ressources donc marines, hein, comme les crabes, ou les algues, et des ressources animales, comme la caséinate, donc extraite du lait. Tout ça pour, en fait, réaliser des panneaux de bois, donc avec ce liant. Donc, soit là, vous avez une gradation hein, qui montre un peu des petits échantillons de panneaux de bois. Le premier ne comprenait pas de textile, le dernier est à 100% textile. Donc, c'est une étude qui a été menée avec une société, donc Greenpeel, qui est en région en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a eu le support financier de la région Nouvelle-Aquitaine et également du pôle de compétitivité Exil au futur. Et cela a réussi à faire l'objet de 3 brevets. Donc voilà, donc c'était juste pour montrer une manière de valoriser en fait des fibres moyennes issues de l'effilochage de fibres textiles dans des pièces pour le bâtiment hors isolation, même si les matériaux, bien sûr, ont également une fonction d'isolation. Donc, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de fibres textiles recyclées sont en fait soufflées sous les toits pour fabriquer des panneaux d'isolation. Le deuxième exemple, donc c'est celui qui est en lien avec la présentation précédente. Donc, je vais un tout petit peu reprendre juste le concept. Donc, il s'agissait en fait de partir de tissus. Alors là, on a évoqué le fait d'utiliser des mélanges de matières, donc des tissus polycoton sur cette base-là. Donc, tissus polycoton qui sont des mélanges de polyester avec du coton. Donc, le projet global tel que présenté, c'était d'utiliser justement des liquides ioniques et en fait, d'un côté, de valoriser la solution de cellulose, donc ce qui a été fait donc, au CEMEF pour faire des aérogels de cellulose. Hein. Vous avez eu des superbes images et vidéos présentées précédemment. Donc, c'était le cas de la thèse de Marion. Donc, entre autres, hein, c'était une application pour tout ce qui est porteur de principes actifs, hein, donc des matériaux destinés à avoir une libération contrôlée de principes actifs. Dans cette étude, à Alès, on s'est intéressé à l'autre partie, c'est-à-dire il y avait une autre fraction qui était la fraction PET dans ces multimatériaux. Et est-ce que ces fibres de PET qui ont vu finalement tout ce processus de dissolution dans le liquide ionique peuvent être également valorisées et comment et quelles sont en fait les limites de ces potentiels de valorisation. Donc, ça avait fait l'occasion d'un stage de master. Alors, vous allez voir arriver un certain nombre de chiffres, mais je vais vulgariser tout ça, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas le but de vous contraindre si ma souris le veut bien. Donc, la méthodologie, c'était de regarder l'influence des conditions de dissolution de la cellulose sur les caractéristiques, de manière générale, du polyester régénéré. On s'est intéressé à la manière de préparer les textiles en amont, les découper, les broyer, etc., sur les conditions de dissolution en termes de température, de durée, du nombre de dissolutions et également l'étape finale qui nous intéresse aussi, le lavage, quand on récupère justement le PET. Et derrière, une fois ce PET récupéré selon différentes conditions de dissolution, de voir notre capacité à pouvoir le remettre en forme. Bon, parce qu'à l'Est, donc effectivement, on est plus orienté sur la valorisation matériaux des produits issus de filières de recyclage. Donc, sur le premier point, donc, je rappelle rapidement avec quelques images le processus de dissolution. Donc, on a un polycoton, on va le découper, on peut le broyer. Il va être séché, alors c'est très schématisé. Hein, donc, on a toute l'étape de dissolution de la cellulose. On filtre, on relave et on a d'un côté la solution de cellulose dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est cette fraction-là, qui est la fraction PET, qui après lavage va nous donner en fait notre PET régénéré. Là-dedans, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être étudiés. Il y a déjà en amont la préparation. Est-ce que ça a une influence sur en fait la qualité entre guillemets du PET régénéré?
Les conditions de dissolution également. La température, le temps, le nombre de dissolutions, est-ce que ça a une influence? Et bien sûr, l'étape de lavage. Donc là-dessus, nous, on va regarder un premier facteur, c'est-à-dire au niveau de ce PET régénéré ou extrait, est-ce qu'il nous reste de la cellulose? Là, on est sûr, ça n'a peut-être pas été dit, mais la cellulose qu'on récupère, il n'y a pas de PET dedans. Par contre, on va voir que dans le PET qu'on récupère, il reste malgré tout un petit peu de cellulose. Alors ça va se traduire en fait par cette colonne-là, donc qui est le pourcentage de cellulose résiduelle, avec des valeurs qui vont être différentes en fonction justement des conditions de dissolution. On voit par exemple que pour l'effet de broyage, donc broyer ou découper, on a une évolution et en particulier le taux de cellulose résiduelle est plus faible dans les échantillons découpés que dans les échantillons broyés. Deuxièmement, si on regarde le temps de dissolution, on observe que lorsqu'on augmente le temps de dissolution, 8 à 24 heures par exemple, on va réduire la teneur en cellulose. Ça paraît intuitif, hein, mais on passe de 3,33 à 1,14. Les valeurs vous paraissent faibles, vous allez voir tout à l'heure, malgré cette faible valeur, ça a un impact sur la processabilité. Si on regarde maintenant l'effet de la température de dissolution, plus la température de dissolution est élevée, plus la teneur en cellulose est faible également. Le fait de faire un deuxième lavage, donc le lavage opère vraiment à la fin du processus, hein, lorsqu'on a déjà obtenu notre PET, nos fibres de PET, on les lave une seconde fois à l'eau. Et dans ce cas-là, voilà. Dans ce cas-là, on voit qu'on arrive à réduire vraiment de manière importante jusqu'à 0,66% de cellulose résiduelle, ce qui est un résultat très intéressant. Également, lorsque on double en fait l'étape de dissolution, hein, comme c'est indiqué ici, on réduit également donc la quantité. Mais on a toujours une quantité de cellulose résiduelle. Savoir que notre PET, qu'est-ce qu'on va en faire derrière? On va le chauffer. Donc, si on va le chauffer, c'est qu'il faut qu'on s'intéresse à sa stabilité thermique. S'intéresser à sa stabilité thermique, c'est en particulier regarder l'évolution de la perte de masse du matériau au cours d'une montée en température. Donc, on voit qu'on a des matériaux qui se dégradent classiquement aux alentours de 450 degrés, mais qu'il y a des légères fluctuations de cette stabilité thermique en fonction des conditions dans lesquelles on aura dissous finalement notre cellulose, en fonction finalement de la quantité de cellulose présente. Pour être dans des bonnes conditions, il faudrait qu'on ait une température de dégradation qui soit la plus proche possible de celle d'un PET vierge. Donc, c'est en particulier le cas lorsqu'on a des textiles qui ont été découpés, si notre temps de dissolution n'est pas trop important et si on travaille avec une seule dissolution. Par contre, la température de dissolution ne nous a pas apparu comme étant un paramètre très, très important. Mais on peut observer déjà que selon les conditions, on peut avoir quand même une variation d'à peu près 20 degrés sur la stabilité thermique. Une autre chose qui est importante dans la processabilité, c'est de s'intéresser lorsqu'on va fondre le PET, et il va se resolidifier. Donc, derrière tout ça, on a des notions de fusion et de cristallisation qui importent. Est-ce que les conditions, donc ça c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est une mesure de la localisation du pic de fusion et du taux de cristallinité. Ben, finalement, on s'observe que la température de fusion n'est pas trop impactée finalement par les conditions de dissolution, ni le taux de cristallinité, ce qui est plutôt un très bon résultat. Alors, arrivons maintenant au concret, c'est-à-dire on va mettre en forme finalement notre PET régénéré, donc selon les conditions de dissolution. On s'est intéressé à deux voies de processabilité, ce qu'on appelle le moulage par injection, où on va en fait introduire le PET régénéré dans un dispositif avec une vis d'extrusion qui vont chauffer, donc il va se retrouver à l'état fondu, malaxé et puis poussé avec une pression ici de 5 bars dans un moule. Donc ici, il était chauffé à 270 degrés, donc au-delà d'une température de fusion. Et le moule est un moule froid pour permettre justement la cristallisation et l'obtention d'un matériau à l'état solide.
Et l'autre méthode de mise en forme, ça a été la thermocompression, où cette fois-ci, on va donc déposer nos fibres régénérées et appliquer une pression, hein, donc de 20 kilotonnes. On a fait varier en fait la température. Dans un cas, on a fait ce que j'ai appelé une compression à haute température, donc aux alentours de la température de fusion. Et dans un autre cas, une compression à plus faible température, en une étape ou en deux étapes, en ajoutant de nouveau une petite compression quand même à haute température pour finir, entre guillemets, la mise en forme. Donc, lorsqu'on prend un PET vierge, tout se passe bien. Vous voyez, on a un matériau blanc, très peu dégradé. Donc là, c'était juste des petits échantillons, hein. Si par contre, on s'intéresse au PET régénéré, donc on n'a pas de dégradation. Si on s'intéresse au PET régénéré, ben on voit que là, tout de suite, c'est beaucoup plus dégradé, voire totalement dégradé, puisqu'on n'a pas été capable de faire de l'injection à partir de notre PET régénéré. En thermocompression, on voit qu'on a un état de dégradation, hein, qui est lié à cette couleur marron. Mais par contre, en travaillant à plus faible température de mise en forme, donc 150 degrés, on arrive, en particulier en une étape, à avoir quelque chose de très comparable à ce qu'on obtenait avec le PET vierge. Donc, on voit à travers ces petites images rapidement que la présence même d'un très faible taux de cellulose résiduelle à l'intérieur du matériau, 0,06%, peut impacter fortement quand même la mise en forme. Donc, on est sur une étude de faisabilité qui reste quand même assez intéressante. Donc, pour conclure, hein, je dirais que on a observé que malgré donc le procédé, donc je disais dans la cellulose, il ne reste pas de polyester, mais par contre, sur le réseau de fibres polyester, il nous reste un taux de cellulose résiduelle, donc qui peut varier de 0,6 à 5-6%, qu'il est nécessaire du coup de réduire le plus possible. La stabilité thermique du polyester est affectée aussi par la présence de cette teneur, de ce taux de cellulose, puisqu'on peut avoir une diminution de stabilité thermique qui peut aller jusqu'à 20% dans le cas où on a le plus de cellulose. Et enfin, du fait de la présence de cette cellulose résiduelle, ça nous oblige en fait à travailler quelque part à plus faible température pour éviter toute dégradation du matériau. Donc, je dirais que l'objectif actuel, en tout cas dans cette démarche, hein, qui a été mise en œuvre, c'est de quelque part d'essayer d'éliminer au maximum cette teneur en cellulose. Alors, plusieurs voies, elles sont forcément pas exhaustives ici. On réfléchissait à moduler la quantité de liquide ionique par rapport au solvant ici qui est DMSO, voire modifier la nature de solvant, voire utiliser des procédés par fluide supercritique pour donc purifier en fait le PET et pour arriver en fait à une valorisation dans le domaine de la plasturgie de ces matériaux multimatières. Voilà, donc je tiens à remercier quand même un certain nombre de personnes, hein. Je suis loin d'être la seule contributrice à ce travail. Donc Marion et Tatiana, bien sûr, la stagiaire et puis des personnes qui intervenaient plus au niveau de l'étude sur les panneaux de bois. Voilà, merci. Et donc je suis disposée s'il y a des questions. Peut-être une question, est-ce qu'il existe d'autres applications de PET qui nécessiteraient des voies de température moins élevées et sur lesquelles on peut imaginer de commencer une étude pour voir si ce PET régénéré pourrait être utilisé? C'est-à-dire des voies de température. Alors, on voit qu'on peut mettre en forme quand même à des températures en compression, entre guillemets, à froid, à 150 degrés. Donc là, je dirais qu'on est un petit peu trop en amont encore pour pouvoir imaginer des usages. Mais je pense que il y avait des applications qui étaient envisagées avec des personnes qui fabriquent, par exemple, euh, sur des stands pour faire ça s'appelle aussi des coupelles, hein, mais ça n'a rien à voir avec le secteur du sport, mais sur des coupelles dans lesquelles on mettait des piquets. Donc, on peut faire des petites pièces, en fait,
à partir du moment où on peut travailler à basse température. Voilà, on sera plus limité sur la taille de la pièce par cette contrainte-là. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, l'utiliser en impression 3D pour justement des petites pièces de Oui. taille Alors, plate? ouais, tout à fait. C'était en fait une voie. Bon, on a eu juste un petit stage, hein. Donc, c'était une voie qui avait été proposée, effectivement, de travailler en impression 3D. Alors, le PET est quand même pas le matériau le plus simple à imprimer en 3D, globalement. Hein, donc, mais ça reste effectivement un des objectifs. Et si on imagine, après je laisse la place à Agnès, mais est-ce qu'on peut imaginer de réutiliser ce PET dans la filière textile d'une manière ou d'une autre? Alors, je suis pas très bonne en termes de process, mais est-ce qu'on pourrait du coup refaire du textile avec ce PET régénéré tel que tu l'as toi obtenu après traitement et séparation? Alors, je pense il y a peut-être des personnes IFTH qui sont présentes, mais je pense que c'est quand même à l'instant T un petit peu compliqué parce que il y a des contraintes qui existent dans les procédés de filage qu'on n'a pas dans des procédés tels qu'on a utilisé l'injection ou même d'impression 3D. Donc, enfin, à mon avis, pour l'instant, on n'est quand même pas dans cette filière-là, de refaire du fil à partir du PTA. Peut-être que ça sera différent avec d'autres polymères. Je dirais peut-être le polyamide, ça se marchera plus facilement, mais le PET, à mon avis, c'est compliqué. Agnès, je te laisse la parole, du coup. Merci. Moi, c'était une question par rapport aux panneaux de bois. Tu disais, Anne, qu'il y avait eu des brevets déposés, je suppose avec Greenpeal. Est-ce que c'est en production? Est-ce que c'est exploité, ces brevets? Est-ce que tu sais ce Ouais. qui est devenu? Alors, ce qui a été mis en production, c'est des panneaux de bois avec le liant, donc 100% bois. On n'a pas encore, donc ça, oui, ça a été validé sur des chaînes industrielles de fabrication de panneaux. Donc avec les liants biosourcés. Par contre, il n'y a pas eu de production qui ont intégré une fraction textile à l'intérieur. En fait, on avait deux niveaux dans l'étude, hein. On avait un niveau qui concernait la validation de la substitution de l'uréformaldéhyde par le liant. Donc ça a été fait au niveau du bois. Et donc là, on est dans la deuxième phase, effectivement, de validation d'une fraction de fibres. Alors, la difficulté qu'il y a avec avec la fibre textile mélangée avec la farine de bois, ça marche. Il y a un problème de taille. Les échantillons que j'ai fait voir là sur la diapo, on voit qu'on était sur la fibre de miscanthus et non pas sur la fibre de bois, puisqu'on est sur des systèmes en mélange qui sont à des tailles comparables. Voilà. Donc, voilà, je dirais les verrous, ils sont encore là pour l'instant pour passer à une échelle supérieure. Mais vous travaillez toujours sur le sujet. Oui. Oui, on travaille toujours sur ce sujet. On recherche un nouveau financement d'ailleurs pour pouvoir poursuivre. D'accord. Merci. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Non, je n'en vois pas d'autres dans la discussion. Du coup, comme la dernière présentation ne sera pas disponible malheureusement, je vous propose de vous libérer. Si vous avez besoin de poser des questions, de soumettre des suggestions, d'interpeller nos intervenants vis-à-vis de leurs compétences pour qu'ils vous accompagnent sur certains sujets. N'hésitez pas. Vous avez leur adresse mail, on vous les communiquera et ainsi que on pense pouvoir mettre à disposition le replay de ce webinaire et certaines parties de présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter même pour poser des questions. Ils restent très disponibles et accessibles. Sur ce, si quelqu'un veut faire une autre conclusion, sinon je vous libère pour le reste de l'après-midi. Merci beaucoup. Oui, Ben, voilà. merci. C'est essentiellement merci. Et si... Ah, bah, il y a une main qui se lève. Ah, Pierre. Oui. Non, pas du tout. C'est un C'est bravo. uniquement ça. Désolée, c'était une main de travers. Très intéressant. Merci beaucoup Et à toutes les intervenantes. au revoir.
Merci à Merci tous. Au beaucoup. revoir.